Quand je rentre chez moi et que je vois la haine sur Internet, c'était... tu te retrouves face à des milliers de personnes qui te détestent, qui veulent pas que tu sois là. C'est chaud. Depuis toute petite, je traînais dans les placards de ma mère en fait. C'était une femme seule avec 2 enfants. Je prenais ses vêtements, je les coupais, je déchirais. J'ai toujours eu ce besoin de créer à travers le vêtement pour me sublimer, on va dire. J'étais très créative et donc du coup ma mère, elle avait un œil assez inquiet. C'est quelqu'un qui a beaucoup galéré. Ma mère travaillait à l'usine, elle faisait les 3-8 quoi, pour pouvoir me nourrir, ma sœur et moi. Et donc du coup, je comprends qu'elle ait peur que je me retrouve dans cette même galère en fait. C'est d'autant plus difficile pour une femme qui est issue de l'immigration, d'une culture du coup maghrébine. Toutes ces peurs en fait, toutes ces inquiétudes, elle les a mises sur nous. Moi j'avais trop de pression. De la pression de ne pas avoir d'argent, de la pression de rendre fière ma mère, de la pression de faire ce que j'ai envie de faire. Du coup, j'ai eu mon bac. Je me suis dit, je vais faire une licence de langue étrangère appliquée parce que j'avais toujours ce rêve de mode dans ma tête et que je me disais, je vais apprendre des langues parce que ça va faire plaisir à ma mère que je sois à la fac, mais moi d'un côté, je vais pas perdre du temps à apprendre des langues, quoi, en gros. Et à ce moment-là, j'ai fait une rencontre qui a été assez déterminante par rapport à mon futur. J'avais un prof de traduction espagnole qui était extraordinaire, que j'adorais, mais je foutais rien à son cours. Je dessinais, et à un moment donné, il me dit « Chéra, viens me voir à la fin de l'heure ». Je me dis « Qu'est-ce qui va se passer ?» Il vient me voir et il me dit « Mais qu'est-ce que tu fais, là, ici? Pourquoi t'es là ?» Et je me dis « Mais je sais pas ». Il me dit « Mais avec ton look, ce que je vois sur les feuilles que tu me rends, t'es pas censé être là en fait, t'as envie de faire de la mode, ça se voit. » Et je lui fais je vous cache pas que oui, j'ai envie de faire de la mode, c'est vraiment ce que je veux faire. Il me dit écoute, moi à l'époque j'étais styliste. Moi ce que je te conseille c'est de faire une école de mode. Et en fait c'est à partir de ce moment-là où ma vie elle a complètement changé en fait. Je me suis rendu compte que peut-être je pouvais faire ce que j'avais vraiment envie de faire. Mais bon, entre-temps, il fallait absolument que je trouve l'argent, donc du coup, j'allais de banque en banque, parce que c'est compliqué quoi, quand t'as personne derrière qui peut se porter garant ou quoi que ce soit. Et j'ai complètement senti à ce moment-là qu'il y avait une inégalité en fait, en fonction des ressources de chacun. En tant que personne qui n'a pas assez les moyens, pas assez de revenus, on n'a pas le droit d'intégrer une école de mode quoi. En gros, mon cœur avait beaucoup de haine en fait, parce que je me disais, parce que j'ai pas d'argent, j'ai pas le droit de faire ce que j'ai envie de faire. Je rentre chez moi, je dis à ma mère, maman, j'arrête la fac, j'ai envie de faire une école de mode. Je vais commencer à chercher du travail, quitte à ce que je travaille pendant, 3-4 ans pour pouvoir mettre de l'argent de côté, mais j'arrête la fac. Et c'était la première fois que je tenais tête en fait à ma mère. À un moment donné, je me suis dit, mais si je fais des choses par rapport à ce que ma mère veut que je fasse, je ne vais jamais la satisfaire parce que c'est pas des choses que j'aime faire, donc je serai toujours nulle. Franchement, je me suis retrouvée à un point culminant de ma vie où je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je choisis en fait? Et je me suis dit, vas-y, c'est bon, vas-y. T'es lancée. Et suite à ça, du coup, j'ai cherché un boulot, toujours contre le gré de ma mère. J'ai du coup réussi à avoir un poste en tant que vendeuse de chaussures pour essayer de mettre de l'argent de côté. Donc du coup, je travaillais vendeuse de chaussures à Paris, mais j'habitais à Mantes-la-Jolie au début. Donc du coup, je faisais des trajets Mantes-la-Jolie, Paris. Et c'était des trajets qui, pour ma sécurité, ne m'allaient plus. Je me suis fait agresser plusieurs fois dans les transports. C'était une pression tous les jours de se dire, quand je rentre chez moi, qu'est-ce qui va m'arriver? Comment est-ce que je vais me défendre? Qui je vais croiser? Qui va me suivre? Qui va me frotter dans les transports? Qui va faire des choses encore pires? Et à un moment donné, je me suis dit, mais c'est pas possible cette vie-là. Déjà, t'es au boulot, ça te casse la tête d'être au boulot, et quand tu rentres, on te prend la tête, et t'as peur pour ta vie. Et c'est mort. Je me suis dit, il faut absolument que je trouve quelque chose sur Paris, même un truc pourri, quoi. Mais au moins, je rentre tranquille chez moi, quoi. Et donc, du coup, j'ai trouvé cette chambre de bonne, en 9 mètres carrés, sans toilette, dans le 15e, 7 étages sans ascenseur. Mais j'étais la fille la plus heureuse du monde à ce moment, parce que je me suis dit, je vais rentrer chez moi en 20 minutes au lieu de 1h20 de calvaire et d'angoisse, quoi. Donc, du coup, on est en 2012-2013, je suis dans mon 9 mètres carrés. Ma cousine, elle était chez moi. C'est quelqu'un qui adore YouTube et tout. Il y a ma cousine qui me dit, Chéra, dans la rue, on n'arrête pas de te demander comment tu fais avec tes cheveux, quels produits tu utilises, blablabla, blublu. Pourquoi tu fais pas une chaîne YouTube où t'expliques comment est-ce que tu fais avec tes cheveux? Et je fais grave, vas-y, viens, on va acheter une caméra et viens, on filme ça. Donc après, j'ai commencé à parler des friperies, comment porter les chemises, comment porter des sneakers, adopter un look streetwear pour pas cher. Et d'ailleurs aussi, dans le milieu de YouTube, même à mes débuts, je me sentais assez
exclue parce que je ne correspondais pas non plus à toutes ces cases de youtubeuses assez lisses qui font presque un peu la même chose, quoi. Moi, j'arrive avec mes cheveux, mon look. Je me suis rendu compte qu'il y avait un manque sur cette plateforme. En créant le contenu que je créais à cette époque-là, je pensais justement à l'enfant que j'étais en regardant les magazines. Je me disais, quand je vois les magazines de mode, je n'arrive pas à retrouver une fille qui me correspond. J'arrive pas à trouver une fille avec des cheveux bouclés. J'arrive pas à trouver une fille avec un look qui sort, on va dire, de l'ordinaire. Et encore ordinaire, je mets des grands guillemets. Donc du coup, je me suis dit, c'est à moi de l'être sur YouTube maintenant. Parce qu'avant, moi j'étais complexée par mes cheveux quand j'étais petite. Je me lissais tout le temps les cheveux parce que je voulais ressembler aux icônes qu'on me montrait dans les médias et qu'on me montrait dans les magazines. Alors que non! Enfin, il y a plein de femmes qui ont les cheveux bouclés, qui adorent leurs cheveux bouclés, etc. Mais dans les magazines, Star Club, Fan 2 et tout, super, à part Mélanie C dans les Spice Girls, je me sentais pas exister, quoi. Je me sentais pas représentée, on va dire, par les médias. Et je me disais, tu vas être toi-même sur cette plateforme-là et il y aura des jeunes filles qui vont se sentir représentées. Je pensais pas qu'il y en avait autant. Il y a une vidéo en particulier qui m'a fait exploser, une vidéo qui date de 2015-2016 où justement je parle du harcèlement de rue. Ça a été cette vidéo-là qui a été le tremplin vers de belles aventures. Cette vidéo-là, dès que je l'ai faite, je me suis dit je vais parler de ce que j'ai vécu dans les transports en commun, je vais parler de comment faire dans les transports en commun pour pouvoir se sauver la peau et les clés pour essayer de vivre correctement dans les transports en commun, mais aussi c'était vachement adressé aussi aux harceleurs. En mode, vous vous rendez pas compte que vous faites des conneries, vous vous rendez pas compte de ce que vous faites, que ce soit un sifflement dans la rue ou autre, c'est des choses qui se font pas. Et cette vidéo a explosé, a été relayée en radio, en Suisse, en Belgique, puis ensuite du coup, suite à ça, elle a suscité énormément d'engouement, tous les médias français, féminins s'en sont emparés, et c'est suite à ça que ma vie a commencé à être celle qu'elle est aujourd'hui. Moi j'ai des filles dans la rue qui viennent me voir et qui me disent oh, mais la dernière fois il y avait un mec et tout, j'ai fait ta méthode de la vidéo et franchement ça s'est super bien passé. À cette époque-là, il y a que du kiffant. Même s'il y a eu des gens qui m'aimaient pas, hein, des gens qui parlaient mal sur moi, etc. Je pense qu'on a déjà assez mal parlé sur moi dans mon enfance et dans mon adolescence, donc franchement j'ai un recul qui est assez grand, j'y prêtais pas trop attention. C'est vrai qu'à cette époque-là, en 2015, 2014, il y avait pas trop de gens qui étaient trop méchants, quoi. Franchement, ouais, je kiffais ma vie. C'était grave bien. Et d'ailleurs, cette vidéo sur le harcèlement de rue, elle a pas mal fait écho et donc du coup, moi j'étais à des événements et d'événement en événement, je rencontre Issa Doumbia. Personne exceptionnelle, au grand cœur que j'adore et on s'est liés d'amitié. Issa était chroniqueur de chez TPMP à l'époque. Cyril Hanouna demande à tous les chroniqueurs quel futur chroniqueur on voudrait sur TPMP. Et à ce moment-là, Issa cite mon nom. Je reçois des messages de plein de gens me disant « Ouais, Chéra, tu passes à la télé, t'es à TPMP, c'est un truc de fou et tout. Oh, j'appelle Issa, je dis mais c'est quoi ça et tout, c'est dingue et tout. Il me fait attends, je te passe quelqu'un. Il me passe Cyril Hanouna. Cyril Hanouna qui me dit ouais Chira, parce qu'il m'appelait pas Chéra, il m'appelait Chira. Chira, on adore et tout, c'est quand que tu viens et tout, machin, tout ça. Et tout s'est fait hyper vite. En 2 temps 3 mouvements, je me retrouve autour de la table de l'émission de télé la plus regardée en France. En direct. Je peux vous dire que j'avais les chocottes, quoi. Moi, dans mon petit appart, avec ma petite caméra, mon petit montage, je contrôle ce que je dis et tout, de passer au grand écran devant des millions de téléspectateurs. Qu'est-ce que je dis? Est-ce que je vais être drôle? Est-ce que je vais être pertinente? Est-ce que je vais pas bourder? Ça s'est très bien passé jusqu'à ce que je rentre chez moi. Et quand je rentre chez moi et que je vois la haine sur Internet, c'était foudroyant. Ouais, elle est moche, sert à rien, regardez ses cheveux, elle est inutile, elle parle pas, je sais pas quoi dire, pourquoi vous l'avez pris. Tu te dis mais c'est dur quoi. Tu rentres chez toi, t'es toute seule déjà. Tu te retrouves face à des milliers de personnes qui te détestent, qui veulent pas que tu sois là. C'est chaud. Mais en fait, plus tu veux pas que je sois là, plus je vais être là. Et en fait, du coup, je me suis dit, ah fuck, c'est pas grave. Moi, en ce moment, je suis en train d'accomplir quelque chose. Est-ce que les gens, à travers leur écran, qui tapotent ça sur leur écran, est-ce qu'ils sont en train d'accomplir ce que j'accomplis? Si je leur dis, je vous donne ma place, ils la prennent. Bah voilà, je reste. J'ai fait une seconde émission, j'ai fait une 3e émission, j'ai fait une 4e émission, une 5e émission, et puis après, pour une première expérience, c'est assez rude, en télé. À n'importe quel moment, Cyril, il te demande, hey, Chéra, tu te lèves, tu vas twerker avec Enora. Tu réponds quoi? Ma mère, elle est à la télé. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais faire quelque chose de soft,
Of course, bien évidemment. Je me suis donnée dans le jeu, mais en soft. Je sais pas, je l'ai fait. Et j'ai demandé à ma mère, je suis maman, qu'est-ce que t'en as pensé et tout. Elle me fait non, ça va, t'étais en rigolade, machin. C'était une bonne expérience. J'ai kiffé, j'ai rencontré des personnes extraordinaires, mais c'est dur. Je dirais pas que je me suis malmenée mentalement parce que tout ce que j'ai à apprendre, il est positif. Ça a travaillé ma répartie. Ça a travaillé mon coffre, ça a travaillé la carapace que j'ai de me détacher de ce qu'on dit de moi sur internet. Plus je commençais à assumer mon physique et plus il y avait des gens qui m'insultaient. Ah, elle est grosse, son corps il est dégueu, ah regardez elle a des bourrelets, ah regardez elle est pâle, ah ses cheveux ils sont trop moches, en fait elle est moche. Plein de trucs comme ça sur le physique. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Au bout d'un moment, ça fait plus mal quoi. Au contraire. Je crée du contenu pour montrer qu'il faut encore plus s'assumer même quand on t'insulte. Je sens qu'il y a eu énormément de changements parce que mon contenu, il a été différent. On passe de la fille un peu lifestyle à la fille qui parle de tabou. Donc je me suis dit, franchement, continue à faire ce que tu aimes parce que jusque-là, c'est ce qui paye. Et c'est ce qui marche, en vrai. J'ai pas continué à parler de fringues H24 parce que ça plaît aux autres. Non, je fais ce que moi j'ai envie d'aimer faire, d'aimer produire. En fait, ça a été une révélation de parler de sujets plus engagée parce que du coup, ça m'a permis aussi moi-même de me révéler, de me dire on n'en parle pas assez. Donc il faut que je m'y intéresse. Et en m'y intéressant plus, j'ai moi-même changé mon positionnement, j'ai évolué, j'ai appris et en abordant d'autres sujets et en voyant que ma communauté, elle est en phase avec ce que je dis, je me suis dit ok, je peux pas me permettre de pas être en phase en fait. Plus je m'acceptais, plus les gens ils étaient contents que je m'accepte et plus ça faisait en sorte que d'autres personnes s'acceptaient. Donc du coup en fait ma communauté m'a permis de ouf d'évoluer mentalement et psychologiquement. Si eux me disent que c'est grâce à eux s'ils s'acceptent aujourd'hui, bah moi aussi en fait. C'est ça pour moi être créateur de contenu. Tu peux parler de politique mais du lendemain tu peux parler d'astrologie, tu peux parler de tes passions, tu peux aimer plein de trucs qui se ressemblent pas forcément. Avec du recul, j'ai un regard qui est assez fier. Mais je vais pas mentir, hein. Franchement, je suis fière de moi, je suis fière de comment j'ai évolué, je suis fière de ce que j'ai appris, je suis fière de ce voyage. L'après pour Chéra, pour moi, c'est qu'elle continue de faire ce qu'elle aime, peu importe ce que les autres disent. C'est tout ce que je me souhaite.